Nous continuons d'ores et déjà la conversation, donc, dès maintenant, la conversation de la coop fédérée. Alors, je vous rappelle que c'est Maître Jean-François Harel, secrétaire général de la coop fédérée, qui va présenter et il sera modéré par Serge Tchaha. Alors, nous pouvons commencer dès maintenant cette conversation. Merci beaucoup. Les micros ? Les micros. Oui, c'est ce que j'ai suggéré, mais M. Harel demande qu'on poursuive. Je vais m'occuper de faire entrer les gens à l'instant. Je veux juste. Voilà, okay. Les micros sont. Je demanderai à ceux qui sont encore dans la salle de bien vouloir s'asseoir pour qu'on puisse commencer la conversation, si vous voulez bien. Alors, nous avons le privilège, l'immense privilège d'être aujourd'hui avec M. Jean-François Harel, qui est secrétaire général de la coop fédérée. Avant de vous présenter sa biographie, en fait, quelques extraits, je voudrais rappeler que la coop fédérée est la deuxième plus grande coopérative alimentaire au Canada. Ce sont plus de 100 000 membres qui y sont réunis et je crois que c'est un chiffre d'affaires qui dépasse peut-être aujourd'hui les 9 milliards de dollars, l'ensemble du mouvement, et on parle ici de plus de 16 000 employés. Donc, c'est vraiment une très grosse entreprise. Et ils ont bien voulu, cette année encore, être avec nous ici au Forum pour nous parler un peu de leur modèle d'affaires. Et nous avons une invitée de marque en la personne de Maître Jean-François Harel, qui est secrétaire général de la coop, comme je vous l'ai mentionné. Il est avocat de profession, détient un diplôme d'études supérieures en gestion de l'École des hautes études commerciales et est membre du Collège des administrateurs des sociétés. Monsieur Harel a œuvré quelques années en pratique privée avant de se joindre en 1989 à la coop fédérée. Donc, ça fait un certain nombre d'années qu'il y est. À ce titre, il agit comme secrétaire corporatif de l'ensemble des instances décisionnelles ou consultatives de la coop fédérée et des nombreuses filiales de l'entreprise. Monsieur Harel a été nommé secrétaire général de la coop fédérée en février 2012 et est appelé à coordonner différents mandats qui lui sont confiés par le président et le conseil d'administration de l'entreprise, auxquels s'ajoutent l'environnement et le développement durable, les affaires corporatives, les affaires économiques et le coopérateur. Monsieur Harel, si vous voulez bien. Alors, bonjour tout le monde. La présentation se fera en français, mais le PowerPoint sera en anglais. On m'avait dit que la salle était bilingue. Alors, donc, on a prévu de le faire de cette façon-là. Je pourrais, au niveau de la période de questions, for the English-speaking people, if you want to ask your question in English, there's no problem. Alors, donc, distingués invités, dignitaires, mesdames, messieurs, c'est un défi de finir une journée avec la dernière conférencier, surtout de passer après des conférenciers de prestige comme les deux, le docteur qui me précédait et les gens d'African Bank. Je dois vous avouer que je me suis demandé pourquoi la coop fédérée était invitée, et je remercie les organisateurs de nous avoir invités. Mais je comprends un peu que l'objectif de cette présentation, c'est de vous présenter un modèle d'affaires différent. Un modèle d'affaires qui, au Québec, nous, la coop fédérée, a été constituée en 1922, donc il y a 93 ans d'existence. Et en écoutant les présentations précédentes, j'ai compris que ce modèle d'affaires-là pourrait avoir une pertinence en Afrique. On connaît souvent les coopératives. On dit ici au Québec que les coopératives étaient filles de misère. On va vous montrer un modèle différent, que la coopération et les coopératives peuvent être des modèles d'affaires performants, qui s'inscrivent dans une société au même titre que les sociétés à capital-action. En fait, pour nous, une société équilibrée doit avoir un bon secteur public efficace, un bon secteur privé dynamique, performant et un bon secteur coopératif. Alors donc, allons-y avec la présentation. Qu'est-ce que la coop fédérée? Donc, on est essentiellement deux chapeaux, Fédération de coopératives agricoles, mais on est surtout une coopérative et à ce titre-là, on est une coopérative de nature commerciale qui agit comme grossiste auprès de ses coopératives affiliées. Alors donc, on est la plus grande organisation en agriculture au Québec et la deuxième au Canada.
On est la 24 plus grande coopérative du secteur agricole et agroalimentaire quand on se compare au niveau de l'ensemble des coopératives au niveau mondial. On est le 16e plus grand employeur au Québec et la 88e plus grande organisation coopérative au Canada. Le réseau coopératif, comme on l'appelle, essentiellement, on intervient dans 3 secteurs d'activité. Alors, nous, la Coop fédérée, on agit comme grossiste auprès de nos coopératives et on a aussi des partenariats avec des industries privées, essentiellement dans le secteur de l'approvisionnement à la ferme, secteur de la distribution au détail, je reviendrai un peu plus loin, et le secteur de la transformation des viandes avec Olimel, qui exporte dans plus de 60 pays, donc il exporte dans plusieurs pays africains. Notre réseau est aussi constitué de 76 coopératives affiliées. Ces coopératives-là jouent le rôle de distributeur local de nos produits, que ce soit les produits auprès des producteurs agricoles ou auprès des consommateurs dans les produits de détail. Et donc, tout ce réseau-là forme un réseau un chiffre d'affaires de près de 9 milliards de dollars et 17 300 employés pour des actifs de 3,5 billions de dollars. Au niveau du secteur agricole, on est dans les crop production, alors le secteur végétal. Essentiellement, on a 9 centres de distribution. Vous verrez la présentation, il y a quelques chiffres, mais c'est surtout en images, pour vous mettre en image un peu c'est quoi le réseau de la Coop. Donc, on a 9 centres de distribution au Québec. Vous voyez un dôme de fertilisants ici. On en a 4 en Ontario, on en a un au Manitoba. Il y a 9 centres au Québec, comme celui-là. Il y a 42 coopératives qui sont impliquées avec des centres de distribution de fertilisants au Québec. Et on a des équipements là, pour assurer le service. Nos parts de marché au Québec sont d'environ 50 %. En fait, c'est dans l'Est du Canada, Québec, Ontario, c'est près de 50 % au niveau des fertilisants. Et on est présent sur l'ensemble des provinces. On est également dans la distribution et la vente de grains. En fait, notre position de coopérative nous permet de collecter les grains de nos coopératives membres et de nos membres et de les vendre sur les marchés internationaux. Parfois en partenariat avec des grands de ce monde, Cargill et autres, mais parfois directement. On est impliqué dans la production d'animaux pour de la viande. On a un réseau de 12 meuneries, ce qu'on appelle nous ici au Québec des meuneries, mais que les Français appellent des moulins. Et avec des spécialités soit dans le monogastrique, porc, volaille, et dans le laitier. Au Québec, le secteur laitier est le premier secteur en importance en termes de production. Le deuxième, c'est le porc, et le troisième, c'est la volaille. On est également présent dans le secteur détail innovation. Alors, c'est essentiellement la distribution de produits pétroliers. Alors, vous voyez ici, on a la marque Sonic. On a 185 stations-service à travers le Québec, avec toutes les infrastructures d'approvisionnement qui sont nécessaires à ça. Mais c'est un des secteurs de Sonic. Le secteur le plus important, c'est tout le secteur de la distribution. Distribution à la ferme de produits pétroliers, mais distribution également au niveau des consommateurs. Avec le temps, la Coop fédérée et les producteurs agricoles se sont donné des infrastructures qui permettent non seulement d'assurer l'approvisionnement de leurs membres, des producteurs, mais également des communautés dans lesquelles ils sont impliqués. On est impliqué également dans les secteurs des quincailleries. Avec, ici, vous voyez, on a acheté l'an dernier une des plus grosses bannières au Québec, BMR. On avait déjà une bannière importante qui s'appelle Unimat. On a maintenant 350 magasins de ce type-là à travers la province. Et on est également dans le secteur de la transformation des viandes. On va y revenir avec, et ça, le secteur de la transformation des viandes, on a 32 usines à travers le Canada et on exporte donc dans plusieurs pays. La mission de la Coop fédérée, c'est essentiellement tournée vers le secteur agricole. Nos racines agricoles sont importantes, mais c'est de nourrir le monde, essentiellement, et de contribuer à nourrir le monde, puisque la majorité, le cœur de nos activités, c'est l'agriculture. Et nos ambitions sont d'être, oui, un joueur au niveau, je dirais, international au niveau de la transformation des viandes, national au niveau de l'agroalimentaire et de l'agricole, et dans le secteur de la distribution, d'être un joueur important pour l'Est du Canada. Nos bureaux sont ici à Montréal. On a un siège social avec près de 300 employés.
Alors, vous devez donc comprendre que 17 000 employés, 300 employés, la majorité de nos employés sont en région. Les revenus, la Coop fédérée elle-même, et non pas son réseau, c'est près de 6 milliards de chiffre d'affaires. On était en 2010 à 3,9 milliards. Alors, vous voyez que le modèle coopératif, même s'il est coopératif, peut permettre une belle croissance, à condition d'avoir les outils adéquats. Donc, 76 coopératives, 100 000 membres. Ça, ces données-là, vous les avez. Alors, pour vous montrer maintenant des données, on a plusieurs, dans le secteur du détail, on cherche à avoir de la synergie. Donc, vous allez retrouver souvent une station scénique avec une bannière BMR sur le même site. Ça, c'est le portrait. Vous savez, au Québec, le Québec agricole, essentiellement, c'est une grande terre, le Québec, mais le Québec agricole est très petit. La seule partie arable est vraiment tout le long de ce qu'on appelle la plaine du Saint-Laurent. Alors, vous voyez ici le Saint-Laurent et vous voyez la concentration de nos installations, que ce soit des quincailleries ou des stations-service et des coopératives. On est, comme je vous le disais, impliqué dans la distribution de produits à la ferme et aux consommateurs. Dans les zones rurales, parfois, il y a une... probablement qu'en Afrique, ce n'est pas une réalité, mais ici, le vieillissement de la population fait qu'il y a une désertification qui se fait dans les campagnes, dans les zones rurales. Et on a implanté depuis quelques années, il y en a de plus en plus, un modèle d'affaires qui regroupe une station-service, une quincaillerie et un dépanneur. Et ça permet d'avoir une réalité puis d'offrir les services de proximité quand même dans des régions où il n'y a plus assez de population pour justifier que l'entreprise privée ait des commerces adéquats. Vous avez à gauche, on est dans le secteur du pétrole, on essaie d'être de façon coopérative dans l'ensemble de la chaîne de valeur ou dans le plus de segments de la chaîne de valeur. Alors, dans le secteur du pétrole, on n'est malheureusement pas dans l'extraction et le raffinage. Ça serait très payant par les années qui courent. Mais pour s'assurer que nos approvisionnements sont faits à prix compétitif, on est copropriétaire d'un terminal marin à Montréal. Donc, on est en mesure d'importer du produit raffiné. Et ça nous assure que les produits qu'on achète des raffineurs du Canada sont faits à prix compétitif. On est aussi dans la distribution de propane. Vous avez à droite TSH Station, qui est un centre à Saint-Hyacinthe où, dans le commerce du propane, on peut entreposer dans ces immenses silos, mais également dans des unit trains qu'on appelle, le propane pour la saison agricole. On sait que nous, ici au Québec, on a un problème qui est contraire à celui de l'Afrique. On a trop d'eau. Donc, il faut sécher nos grains au printemps et c'est un très gros marché. Vous avez en bas 2 hôpitaux. On n'est pas dans la santé, la Coop fédérée, mais ces exemples-là vous sont montrés parce que dans le secteur de l'énergie, on installe des systèmes de chauffe à la biomasse et on utilise la biomasse qui est très, très rentable, à très faible coût pour approvisionner en chaleur des institutions. Alors souvent, dans une région comme à la Pocatière, on approvisionne l'hôpital, la meunerie et certaines installations publiques. Et ça permet des économies et au domaine public. Et pour nous, c'est une belle entreprise qui valorise l'ensemble de nos produits et sous-produits comme la biomasse. Dans le secteur agricole, donc, on a des fermes expérimentales. On fait partie d'un regroupement coopératif nord-américain qui s'appelle Cooperative Research Farm, qui a aussi dans ce regroupement-là des coops européennes. Et ça, c'est le plus grand secteur, la plus grande entreprise de recherche privée en nutrition animale au monde. Vous avez des exemples de quand je vous parlais qu'on avait des meuneries, vous en avez 2 qui vous sont montrés. On a également un couvoir là, qui est le 2e plus grand couvoir au Canada avec des millions de poussins là, par jour. On a des fermes de recherche. Essentiellement, dans ce secteur-là, c'est un secteur où on a des géants, Monsanto et autres, mais on prend des hybrides et on les teste dans le climat parce qu'ici, on a une agriculture nordique. Donc, par ces interventions-là, on est en mesure d'offrir des produits mieux adaptés à nos producteurs. On est dans la distribution, bien entendu, de semences et de produits de protection. Et vous avez en bas les 2 photos, ce sont les centres de distribution dont je vous parlais. Alors, tout le long de la voie maritime du Saint-Laurent, on a des centres, ça commence à Québec, on en a à Montréal, on en a jusqu'à Hamilton, et ça permet de faire venir d'immenses bateaux et de décharger tout le long de la voie maritime et d'être vraiment, je dirais, une valeur ajoutée pour l'approvisionnement. D'ailleurs, on prend des parts de marché maintenant dans le reste du Canada avec des partenaires privés.
grâce à nos capacités d'approvisionnement. Encore là, c'est des centres de distribution tout au long de la chaîne de la voie maritime et qui vont jusque dans les plaines du Canada. Même chose. En bas, IFCO, c'est probablement que vous la connaissez, c'est Indian Fertilizer Federation of Cooperative. C'est un partenaire. On s'est associé pour la création d'une usine de production d'urée à Bécancour. C'est un projet qui est en voie de démarrer. Les décisions finales devraient se prendre cet automne. Et on a des partenariats comme Canes où on est associé avec des gens du privé. C'est une nouvelle technologie où on fait de l'exportation de grains en vrac, mais dans des conteneurs, qui permet donc des plus petits volumes, des marchés niches, mais niches à bon volume quand même, mais qui ne sont pas des pleins bateaux. Donc, on va chercher des produits à valeur ajoutée et c'est un marché qui est en pleine croissance. Probablement que pour l'Afrique, il y aurait de l'intérêt. Donc, notre commercialisation de grains se fait aussi dans l'Ouest. On a des bureaux. Ceux-là sont à Mitchell, en Ontario. Et dans la transformation des viandes, essentiellement, donc, Olimel est le plus grand transformateur de produits de porc et de volaille au Canada. C'est un des plus importants dans le monde. On fait partie des 10 plus grandes entreprises. Donc, on a des abattoirs, principalement au Québec, mais en Ontario, et on a un abattoir à Red Deer qui peut faire 90 000 porcs par jour. Et on est maintenant le plus important producteur de porc au Canada, avec des achats qui ont été faits dans les dernières années de grands producteurs de porc dans l'Ouest canadien. Donc, un business model qui est sur 3 secteurs d'activité. L'agroalimentaire, à peu près 2 millions de dollars, 2 milliards de dollars. Olimel, 2,6 milliards, puis les détails et innovations, 1,6 milliard. On essaie de développer des synergies entre nos différentes activités. Vous avez ici des publicités entre BMR et Sonic, mais également entre BMR et Olimel. Alors, des publicités croisées, on voit ça de plus en plus en termes de marketing. Donc, dans les dernières années, on a retourné près de 100 millions de dollars nous, on appelle ça des ristournes, mais c'est l'équivalent de dividendes dans des entreprises, à nos coopératives membres. On donne dans nos communautés près de 600 000 $ de dons et de sponsorship là, par année. On soutient des organismes de tout acabit, mais surtout des organismes qui, comme la Tablée des chefs, c'est une entreprise qui, on appelle ça un entrepreneur social, qui récupère la nourriture des centres belles, des restaurants. C'est un véhicule qui a été mis en place par les chefs des grandes tablées du Québec, mais qui donc récupère les surplus de la restauration et distribue ça dans les banques alimentaires du Québec et du Canada. En fait, c'est un projet maintenant qui est pan-canadien, qui est même rendu au Mexique. On a différents programmes. Le défi vélo, la coop, c'est un programme de santé pour nos employés et on les encourage à être sponsorisés. Et cette année, on a remis près de 60 000 $ à différentes causes régionales dans la région où se tenait cette activité-là. On est également un des partenaires fondateurs du Sommet international des coopératives. Peu de gens le savent, mais à chaque 2 ans au Québec se tient un sommet international où près de 2000 participants sont présents. Ça se veut pour le monde coopératif un peu ce que vous faites au niveau de l'Afrique. C'est un forum économique coopératif, bien entendu. Mais il y a une image qui me revient à chaque fois que ce forum-là vient. C'est-à-dire que si on réunissait toutes ces coopératives-là, parmi les 300 plus grandes au monde, mais d'autres également, si on réunissait toutes les coopératives du monde et on en faisait un pays, ce serait la plus grande démocratie et ce serait le plus grand pays en termes de PIB au monde. Juste les 300 plus grandes coopératives, et il y en a 1 million, font un PIB de l'équivalent du Canada. On est impliqué au niveau international également avec Socodevi. Socodevi, c'est le regroupement des coopératives du Québec qui fait de l'appui institutionnel dans le développement coopératif à l'international. Ils sont principalement présents en Amérique latine, un peu en Asie et un peu en Afrique. Donc, on s'en va vers nos 100 ans. En conclusion, donc, j'ai entendu dans le conférencier précédent qui citait un des présidents qui disait « Le problème de l'Afrique, c'est qu'on ne produit pas ce qu'on consomme et on ne consomme pas ce qu'on produit. » La formule coopérative, c'est une formule qui s'adapte autant aux petites entreprises,
la dame qui a 8 tomates et qui devrait en vendre 20. Mais ça s'applique également à des entrepreneurs qui, vous savez, en affaires, parfois on est trop petit pour être gros et trop gros pour être petit. Nous, nos membres, essentiellement, quand on regarde nos membres, c'est des entrepreneurs agricoles qui ont maintenant des fermes qui valent 1, 2, 3, 10, 15, 20 millions, mais ils travaillent en coopération. Alors, c'est des entrepreneurs, c'est des capitalistes, mais qui comprennent qu'en se mettant ensemble, on va être capable de se donner des services et d'étendre la chaîne de valeur et de la sécuriser, ce qu'ils ne pourraient pas faire seuls. Alors, c'est la conclusion que j'aurais, quelle pourrait être l'utilité d'une formule comme celle-là en Afrique. Il y a déjà des coopératives, bien entendu. C'est essentiellement d'équilibrer l'économie, parce que les coopératives, il reste qu'elles sont attachées dans le milieu, elles sont pérennes. On a des études au Québec qui montrent que le taux de survie des coopératives est 4 fois plus grand que celui des entreprises à capital action. Alors voilà, ce serait ma conclusion. Merci. Ah, d'accord. Merci beaucoup, Maître Harel. Ce fut vraiment très intéressant de voir à quel point une coopérative peut être grande, grosse. Et vous avez parlé du sommet des coopératives avec lequel, en fait, Afrique Expansion Magazine est partenaire. D'ailleurs, on a distribué des brochures pour inviter les gens à être là en 2016. C'est là qu'a lieu le prochain. Voilà, les 300 plus, voilà des messages forts. Les 300 plus grandes auraient un PIB supérieur au Canada, qui doit être entre 1 500 et 2 000 milliards de dollars, juste pour votre information. Je crois qu'on peut également retenir un autre message fort, parce que, vous savez, en Afrique, beaucoup d'entreprises sont dans ce qu'on appelle le capitalisme familial. On l'a entendu avec M. Jean Kakoudiagou ce matin. Il a dit « je ne vendrai pas mon âme » pour dire « je ne vendrai pas mon entreprise » parce qu'il a espoir de la transmettre à la prochaine génération. Et on voit bien comment une entreprise comme vous qui a existé depuis 100 ans est dans cette logique de durabilité, de s'inscrire dans la durabilité. Donc moi, j'ai trouvé cela très, très intéressant. J'avais simplement peut-être une petite question avant de m'en ouvrir au public qui, j'en suis persuadé, en a beaucoup. On a eu ce matin Monsieur Louis Vachon. Je ne sais pas si vous étiez déjà là, peut-être pas. Voilà. Et qui a raconté un peu comment est venu l'intérêt pour lui et son entreprise de s'intéresser un peu plus aux marchés internationaux. Je sais que par exemple, je passe au autocontrôle, mais je crois que la coop fédérée vend beaucoup de porc, de la viande porcine en Chine, notamment en Asie. Chine et au Japon. Voilà. Donc, elle y fait beaucoup d'affaires et voilà. Je sais qu'il y a Sokodevi qui fait déjà des choses en Afrique. Je parle de la Banque nationale parce que c'était le secteur financier semblait vraiment être à 1000 lieues un jour de pouvoir. En tout cas, on aurait pensé qu'il aurait fallu 20 ou 35 ou 40 ans au secteur financier pour s'intéresser à l'Afrique. La coop fait déjà des choses en Asie, des choses très intéressantes, c'est des affaires, tout ça. Bon, il y a Sokodevi, mais on a le sentiment que la coop pourrait aussi faire un peu plus en Afrique, des partenariats, tout ça, comme la Banque nationale qui a pris des parts dans une banque africaine. Est-ce que vous êtes dans cette logique-là? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez penser? Le président Louis Vachon a cité parmi les critères qui ont décidé la Banque nationale s'est intéressée à l'Afrique, la proximité culturelle, notamment à travers la langue. Il y a beaucoup de pays francophones. Il y a 60% des terres arabes non encore exploitées sont en Afrique. Donc, il y a sans doute une expertise, des collaborations à établir. Donc, est-ce que vous êtes aussi dans cette logique-là? Est-ce que, bon, ce sera peut-être dans... Oui. En voilà. fait, bon, pour préciser, Sokodevi, c'est vraiment de l'appui institutionnel. Souvent, c'est des projets financés avec l'ACDI. Et on est vraiment au niveau... quand on intervient, c'est des coopératives agricoles et on est au niveau de l'agriculture de survie, beaucoup. Mais les conclusions du sommet international, c'est que les coopératives, c'est magnifique, c'est périn, c'est un mode d'organisation économique qui est bienveillant, qui est plus à long terme, qui est basé sur les valeurs. Mais la coopération va devoir s'ouvrir au commerce international et à l'intercoopération davantage
parce qu'on va manquer de bateaux. La planète s'internationalise, ça c'est clair. Moi, je remarque que je reçois de plus en plus de téléphones de gens d'affaires de passage au Québec qui appellent la coop fédérée, qui veulent savoir s'il est possible de faire affaire. On a parfois été interpellé de façon plus formelle et il reste que nous, on est dans les commodités. Dans les commodités, très peu de valeur sur beaucoup de produits. À chaque fois qu'on a analysé des dossiers, à date, la distance devenait un impératif très important. Les Européens sont mieux positionnés que nous pour... parfois, par contre, il y a une dimension culturelle où les Africains ne veulent pas nécessairement faire affaire avec les Européens pour d'autres raisons. Alors oui, il y a une ouverture à regarder tout projet d'affaires qui serait win-win. Nous, on est ouvert à des projets d'affaires avec des coopératives parce qu'on pense qu'on a là une expertise. Mais au Canada, je vous dirais que presque 50% de notre chiffre d'affaires est fait en partenariat avec des entrepreneurs, avec des entreprises privées, dans la mesure où il y a une valeur ajoutée et pour la coopérative et pour l'entrepreneur. C'est évidemment quelque chose qui va être regardé. D'accord. Donc, je vais laisser le public peut-être... Bonjour. Vous présentez, s'il vous plaît, oui, l'entreprise. Ce n'est pas une entreprise pour l'instant, mais c'est en voie. Je m'appelle Bintou et je suis la vice-présidente du regroupement général des Sénégalais du Canada. Et oui, je fais mon MBA et c'est dans le cadre de la coopération. Ça m'intéresse énormément. Mais j'aimerais juste poser une question, M. Harel. Merci pour votre présentation d'abord. Ça a été vraiment pertinent, surtout quelque chose qui m'intéresse personnellement. Récemment, en 2012, il y a eu pas mal de fermiers québécois qui étaient obligés de vendre leurs terres, souvent à la Banque nationale, parce que certainement, ils n'avaient pas assez de fonds ou assez de financement. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que la coopérative fait pour eux autres, pour leur permettre de survivre côté financement ou conseil, ou bien c'est juste vos conseils à vous, le financement, c'est dédié juste aux gens membres ou bien les fermiers qui sont membres de la coopérative. Contrairement à l'Europe où le crédit agricole est une forme de coopérative dans le financement spécialement agricole, nous, au Québec, c'est Desjardins qui est l'institution, la première institution dans le domaine de l'agriculture, mais la Banque nationale, les autres banques sont présentes. Nous, personnellement, on ne fait pas de financement. Nous, c'est de fournir le meilleur produit au meilleur prix, du conseil agronomique, du conseil économique. Ceci dit, dans toute économie, il y a des bons et des moins bons gestionnaires. Alors oui, il y aura des gens. Vous savez, il y a des politiques agricoles quand même assez généreuses au Canada. Compte tenu de ça, où ces politiques-là cherchent à stabiliser les prix, les gens ne sont pas en mesure de continuer en affaires. L'économie, elle, vous savez, la coopération, ce n'est pas un miracle. On travaille en économie de marché. C'est juste une autre façon de faire des affaires, mais on fait des affaires et je pense que l'avenir coopératif passe par l'efficacité et l'efficience. Merci. Docteur Nima? Merci. L'agro-industrie est dans ma sang, donc je suis très intéressé avec ces questions. Pour l'Afrique, je pense qu'il y a deux défis. Un, c'est un peu l'historique en Afrique des coop qui, dans le plus cas des pays, n'a pas une très belle histoire. C'est surtout l'introduction de l'État à forcer les coopératives, vous le connaissez bien. L'autre défi, c'est accepter que farming is a business. Farming is a business. Une fois qu'on arrive à comprendre ça, on va y arriver. Et là, parce que j'ai des amis qui sortent de côté plutôt développement, mais I'm going to switch to English to be clear. Go ahead. You can. Now, this, I want to make sure I'm saying it clearly, because often we're sending all sorts of experts, quote unquote, to help the small farmers. Well, the real issue is send farmers, send people that really know the farming. The group I was with all this year, I still on their board, Schaefer Group, Baton Rouge, Louisiana. I know about co-ops. Louisiana is completely on the co-op base, rice and sugarcane. It's not only the production, it's all of the seeds, all of the inputs, everything. In fact, all the co-op banks, in fact, are tied to the co-ops. So there is a very interesting opportunity to introduce this version of co-op, the business co-op, in today's Africa that's now open, that is beginning to understand and accept that farming is a business. And now the second or third successor to Babacar, Adesina Akin, was the Minister of Agric, new president of the ADB, who specifically has pointed to that.
Then you can turn around and say, okay, we have the 70% land that's not used, 95% of the water that's not used in any which way. Then you can really be able to come in. But I would really see what would be the position, particularly at the language advantages too for the Francophone countries, to come in as developers, as investors with African small farmers, where you're introducing the idea of co-op as a business, farming as a business. I'd really appreciate your thoughts on that. Pour vous donner deux exemples, pour appuyer vos dires. Il y a 15 ans à peu près, la coop fédérée, on était très peu impliqués dans l'appui institutionnel. Et moi et le vice-président de l'époque, on avait été approchés par un producteur qui avait été 2 ans sur le terrain au Burkina Faso. Et il nous avait convaincus d'aller investir là-bas pour créer une coopérative d'utilisation de matériel agricole, de réparation des petits fermiers qui ont des tracteurs. C'était quand même, pour là-bas, c'était les gros fermiers. Pour nous, c'était des petits fermiers. Et donc, on est parti avec notre bonne volonté. On a fait une mission de quelques semaines dans les villages, rencontre des villages, convaincre les gens de la beauté de la formule. On a envoyé un autobus tout équipé avec tous les équipements pour aller réparer. Et on a fourni l'appui institutionnel pour à peu près 1 année. La coopérative a duré 1 année. On a compris. Et Secours des Vies, maintenant, c'est des gens qui sont formés pour être sur le terrain. Ce n'est pas notre business. Non. Mais Secours des Vies, quand ils sont sur le terrain, disent « Moi, j'ai un enjeu agricole. Venez, messieurs les producteurs du Québec, expliquer aux producteurs des pays, que ce soit au Vietnam, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Amérique latine. Venez expliquer votre modèle, votre succès. Mais il n'y a rien comme d'un producteur à un producteur pour créer. C'est le même métier et ça crée la confiance. Vous parliez de la confiance, je pense que c'est vous. Ça prend ça pour faire des affaires, la confiance. Oui, allez-y, monsieur. Bonsoir et merci pour cette présentation. Je suis Victor Nono, j'ai créé avec quelques amis une start-up dans la transformation des produits maraîchers en Côte d'Ivoire, à vos souhaits. Ma question serait de savoir comment est-ce qu'on fait pour prendre des décisions quand on a 100 000 membres indépendants. Et est-ce que ce modèle de prise de décision peut être importé en Afrique? Le modèle peut certainement être exporté en Afrique à condition qu'il soit adapté. Le Québec est le Québec, l'Afrique. Même on parle de l'Afrique, mais il n'y a pas l'Afrique. Il y a des pays d'Afrique. L'Afrique est un continent. L'Afrique n'est pas un pays. Il y a des zones, par contre, ou plusieurs pays, communautés culturelles, linguistiques et autres. Mais pour répondre à votre question, comment on fait pour se gouverner avec 100 000 membres? Bien, on a des structures de gouvernance. Nous, on a 100 000 membres, mais qui sont dans 76 coopératives. Ces 76 coopératives-là ont des conseils d'administration, viennent à l'Assemblée générale de la coop fédérée avec un certain nombre de délégués pour élire le conseil d'administration de la coop fédérée. L'entreprise que vous voyez là de 6 milliards de chiffre d'affaires ou de 9 milliards pour le réseau, elle est dirigée par 15 producteurs agricoles du Québec. C'est le conseil d'administration. C'est 15 producteurs qui sont de partout au Québec et de toutes les régions et qui sont représentatifs de ces gens-là. Et la coopération, pour que ça fonctionne, et ça fait partie des principes coopératifs qui ont été mis en place en 1870, c'est démocratie et formation. On ne naît pas coopérateur, on le devient. On s'en va vers la fin du panel, parce qu'il est 18h30, mais on peut prendre une dernière question. Commentaire rapidement. Quand vous avez commencé, vous avez dit que vous ne saviez pas pourquoi est-ce qu'on vous a invité de venir. Et le modérateur a parlé de l'Afrique comme étant l'avenir du côté alimentaire. Vous savez, j'essaie de penser aujourd'hui à la position du Canada. Je me rappelle, il y a quelques années, je me présente, Nola Kianza, je suis avec le Conseil canadien pour l'Afrique. Il y a quelques années, j'étais parti au Cameroun. Et on m'avait dit, les premiers missionnaires qui étaient venus au Cameroun, ce sont des Canadiens, des Québécois, des prêtres québécois. Je pense qu'il y a des gens qui se souviennent de ça. Et il y a un mois, j'étais en Éthiopie, presque 2 mois, lors des Journées du Canada. Ils célébraient le 50e anniversaire de relations diplomatiques avec l'Éthiopie.
Et il y avait un Canadien là-bas qui dit, moi, j'étais venu ici depuis longtemps ici. Le Canada était là, et beaucoup de gens regardent le Canada pour dire, bon, voilà, on a eu ces relations-là. Maintenant, quand on arrive du côté des affaires, il y a certains qui sont fatigués, on regarde l'Afrique, un endroit à problème. Or, la réalité qu'on a entendue aujourd'hui, dans ces forums, on dit l'Afrique, c'est l'avenir. On parle d'un continent qui est jeune, qui est prospère. On parle, les modérateurs viennent de dire 75 à Toronto. L'année passée, on parlait de 75 à 80% des terres agricoles érables. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le moment de commencer à regarder comment se mettre ensemble avec l'Afrique? Vous parliez exporter du Québec vers l'Afrique, c'est un peu plus cher. Mais est-ce qu'on ne peut pas regarder le modèle où on peut accompagner des fermiers, être ensemble avec des fermiers? Je vous donne l'exemple. Éthiopie, par exemple. Ils ont des bœufs là-bas. Ils vendent comment est-ce que je peux dire, des peaux de bœuf, ainsi de suite. C'est qu'ils peuvent avoir des usines pour traiter, ainsi de suite. Est-ce que ce n'est pas le modèle que vous pouvez les accompagner? Le savoir-faire qu'on a besoin. Peut-être on ne peut pas exporter les produits canadiens, mais est-ce qu'on peut porter le savoir-faire qu'on a toujours eu, comme le monsieur disait tout à l'heure, avec des fermiers? Je pense que c'est ça les choses que nous devrions regarder, parce que quand on parle du Québec, on parle du Canada, vous parlez de modèles coopératifs, c'est justement des petits fermiers. En Afrique, peut-être ce sont des jardiniers que vous allez appeler, mais c'est ça l'avenir. Je pense que nous devons regarder des modèles qu'on peut utiliser. Et ma question serait peut-être de voir, peut-être on n'a pas la réponse d'aujourd'hui, mais dans l'avenir, ce sont des partenaires potentiels parce que l'avenir de planète, comme on dit, c'est l'Afrique. C'est la dernière frontière des affaires. Merci. Je disais au modérateur dès le départ, le modèle d'exportation, c'est un modèle de faire des affaires, ce n'est pas le seul. La problématique associée à la coopération et pourquoi les coopératives sont peu impliquées au niveau international, c'est qu'on est un système d'usagers. Nos membres sont territorialisés. On n'est pas comme le capital qui est sans territoire. Nous, nos membres sont... Alors, il faut... Il y a je dirais, il y a une réticence naturelle en coopération. On dit non, on va s'occuper de nous. Mais les réflexions qui se tiennent au sommet international des coopératives, c'est de dire on est en train de manquer le bateau. Il faut s'internationaliser en partenariat privé, idéalement intercoopération. Mais ça peut être aussi privé dans la mesure où on est capable de créer qu'il y ait vraiment une valeur ajoutée pour tout le monde. Ce n'est pas notre mission d'aller faire du développement économique. On fait avec Socodévi, on finance Socodévi pour qu'il fasse de l'appui institutionnel. Mais sur une base d'affaires, je peux vous dire que s'il y avait quelque chose où il y aurait vraiment une valeur ajoutée pour la coop fédérée et pour le partenaire local, ça serait examiné, c'est clair. Donc, ça va venir. C'est sur ces mots que nous allons, à part si vous avez peut-être un propos conclusif, ok, c'est sur ces mots donc, je voudrais vous remercier pour avoir participé à ce panel pour toute la journée. Et bon, je vais laisser Radi annoncer peut-être la prochaine activité qui est sponsorisée par la Coop fédérée, justement. Merci, monsieur Sarel. Je remercie effectivement Maître Harel ainsi que Serge pour cette conversation de la Coop fédérée. Effectivement, ils ont la gentillesse également d'offrir un cocktail qui a normalement démarré, 18h30. Donc, c'est le moment. Vous pouvez monter au 4e étage pour ce cocktail qui a lieu dans le foyer de la salle de bal et qui aura lieu jusqu'à 20h. Demain, bien sûr, le Forum Africa continue. Il se poursuit pour la dernière journée, qui est la journée qui met en vedette le Sénégal. Ce sera donc la journée du Sénégal. C'est la journée au cours de laquelle vous aurez l'occasion d'entendre les allocutions et les présentations, le panel des différents ministres sénégalais qui sont bien arrivés à Montréal et qui seront donc présents demain. Vous pourrez également visiter l'espace Sénégal également. Et pour les entreprises qui sont présentes, il y a également des rencontres B2B qui sont prévues tout au cours de la journée. Donc, je vous remercie vraiment pour votre présence. Une autre journée extraordinaire pour le Forum Africa, cette 7e édition qui, j'en suis certaine, va demeurer dans les annales. Je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à demain. Merci beaucoup.